Je suis seul contre un système et ce système m'enfonce un peu plus chaque jour. C'est vrai qu'au niveau psychologique et moral, ça fait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc je perds pied, on va dire ça comme ça, et je veux me suicider au mois de mai 2009. Parfois, notre nom, notre vie, notre identité ne nous appartiennent plus. De plus en plus d'hommes et de femmes sont victimes d'usurpation d'identité. À cause des nouvelles technologies, de l'ouverture des frontières et du développement des bandes organisées, cette délinquance s'accélère. Je découvre 2 victimes, Loïc Xavier et Dalila. Ils me font me poser une question à laquelle je n'avais jamais réfléchi. Que devient-on lorsque quelqu'un nous vole notre vie ? Je m'appelle Loïc Xavier Laroche, j'ai 32 ans, je suis victime d'usurpation d'identité. Je m'appelle Dalila Bouegela, j'ai 43 ans, je suis victime d'usurpation d'identité. Loïc Xavier, Dalila. 2 cas parmi les 220 000 victimes d'usurpation d'identité recensées rien qu'en France. Un délit presque invisible. Un délit sans armes, sans haine, sans violence apparente. Mais un délit aux conséquences souvent dramatiques. Je me lève, j'ai vraiment la peur au ventre, de savoir ce qui va encore me tomber dessus. Aller chercher son courrier. Un geste du quotidien. Un acte a priori anodin. Mais pour Loïc Xavier Laroche, c'est beaucoup plus que cela. C'est une angoisse. J'ai quand même une menace au-dessus de la tête. Donc il y a toujours une appréhension qui est là quand je descends chercher le courrier. Ce matin, rien n'a signalé. Mais depuis des années, Loïc Xavier collectionne les lettres recommandées. Menaces d'huissier, relance de créances, mise en demeure, rien ne lui est épargné. À 32 ans, il a même été obligé de retourner vivre chez ses parents. T'as pris un couteau avec écran ? Il fallait... Non, j'ai pris un couteau sans dents. Moi, je pensais que t'allais prendre les gros, tu sais. Mais ils ne fonctionnent pas, tes couteaux. À l'origine de cette situation compliquée, une usurpation d'identité. Usurpation qui a détruit sa vie. Ce sera pas le garçon qu'on aurait dû avoir, qui était plein de projets, qui était ambitieux. Sawan, c'était quelqu'un qui avait un potentiel, qui aurait pu faire une très brillante carrière, je pense. C'est quelqu'un de droit. Et malheureusement, c'est quelqu'un qu'on a brisé complètement. Il n'a plus de rêve, il n'a plus de projet. Pour Loïc Xavier Laroche, tout commence en 2004, lorsqu'il reçoit un appel d'une banque située à Toulouse, à 500 km de chez lui. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai reçu un appel de Toulouse. C'était le 11 juin 2004 à 11h15 du matin. Et donc, le directeur d'agence me téléphone en me disant qu'une personne s'était présentée à son agence pour faire transférer mes comptes de la Loire sur la Haute-Garonne. Mais qu'ils avaient refusé le transfert compte tenu que la personne qui s'est présentée au guichet était de couleur noire et moi, pas du tout. Quand j'apprends ça, je pense à un canular. Et puis en fin de compte, je me rends bien compte justement que la personne qui est au bout du fil est tout à fait directrice d'agence bancaire, que ce qu'elle me raconte est tout à fait juste. Donc c'est vrai que je suis un petit peu abasourdi par la nouvelle, mais j'y prête pas plus attention que ça. À la suite de ce coup de téléphone, Loïc Xavier est convoqué dans une succursale de la banque. J'ai été dans une petite pièce avec donc la personne qui s'occupe du service clientèle, plus une autre. Et là, il me pose des questions pendant bien 2 heures. Où est-ce que je vis, ce que je fais dans la vie, depuis combien de temps je suis chez eux, etc. Donc j'avais pris ça à l'époque, limite comme une garde à vue, parce que ça y ressemblait. Je ressors donc un petit peu chamboulé par cette rencontre et je vais déposer plainte dans la foulée pour tentative d'escroquerie. La plainte sera classée sans suite. Pendant 2 ans et demi, plus rien ne se passe et la vie de Loïc semble reprendre son cours normal. Mais les apparences sont trompeuses. Mois de janvier 2007, je faisais les soldes sur Lyon et au moment de payer, je me retrouve avec une petite phrase du caissier qui me dit que mon compte n'est pas provisionné. Je suis un petit peu interloqué, je me dis, mais attendez, sur mon compte, il y a 3 000 €.
Et il me dit non, vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Et puis arrive le mois de juin, où là, lorsque je vais essayer de retirer des espèces, ma carte se fait absorber. Donc là, je me dis effectivement, il y a un gros souci. Je vais à mon agence et là, j'apprends que je suis interdit bancaire jusqu'en 2012 pour des chèques sans provision que j'aurais fait. Mais ils ne comprennent pas non plus, compte tenu que mes comptes sont tout à fait approvisionnés. D'après les informations de son agence, le compte courant de Loïc Xavier Laroche est bel et bien créditeur. C'est la Banque de France qui, au niveau national, a prononcé l'interdiction bancaire. Le jeune homme y est convoqué. Pour lui, il y a forcément un malentendu et ce rendez-vous ne sera qu'une simple formalité. Donc je vais à la Banque de France. On me demande ma pièce d'identité que je donne et le fonctionnaire revient avec un très grand sourire et me dit, en me tendant 2 documents, « Vous êtes toujours sûr que ce n'est pas vous ?» Donc là, je prends connaissance de documents, je vois un nom qui est bien le mien, une date de naissance qui est bien la mienne, un lieu de naissance qui est bien le mien aussi, et une banque qui n'est pas la mienne et une adresse qui n'est pas la mienne, avec des chèques sans provision. Et je dis, bah écoutez, c'est absolument pas moi, compte tenu que je ne vis pas à Toulouse. Et il me dit, si, c'est vous, de toute façon, il va falloir prouver que vous n'êtes pas la personne, mais il me dit, de toute façon, pour nous, c'est vous. Donc vous resterez interdit bancaire. Donc là, je ne vais pas dire que je m'effondre, mais ça me choque quand même, parce que je me dis, mais comment est-ce que je vais faire pour prouver que je suis moi? Qui est l'homme qui se fait passer pour Loïc Xavier Laroche? D'après l'officier de police judiciaire, l'OPJ, l'usurpateur vivrait en Haute-Garonne. On aurait même retrouvé son numéro de téléphone. L'OPJ qui prend ma plainte téléphone sur Toulouse parce que un de mes usurpateurs avait un numéro et elle tombe sur la compagne de monsieur Laroche version noire et elle se fait passer pour Pôle emploi, l'OPJ, et pose des questions. Donc est-ce que monsieur Laroche est là? Sa compagne lui répond non, il travaille beaucoup. Et donc l'OPJ lui demande mais vous avez un petit accent, vous venez d'où? Elle lui répond on vient du Ghana. La situation semble à peine croyable. Comment cet homme, apparemment d'origine africaine, a-t-il fait pour usurper l'identité de quelqu'un qui ne vit pas dans la même région que lui et qui n'a jamais perdu ou qui ne s'est jamais fait voler ses papiers d'identité? La situation de Loïc Xavier me fait me poser beaucoup de questions. Christophe Naudin, vous êtes criminologue. Quelles sont les méthodes employées aujourd'hui pour l'usurpation d'identité? Il y a plusieurs méthodes qui ont varié avec le temps. Il y a quelques années, l'usurpation d'identité était surtout le fait de quelqu'un qui était proche de la victime, quelqu'un de sa famille ou quelqu'un avec lequel il avait vécu ou passé beaucoup de temps, à l'armée, au travail, que sais-je. Aujourd'hui, on a des méthodes plus modernes, plus dangereuses aussi, qui sont ce qu'on appelle le PAC. Ça vient du mot package en anglais, qui veut dire le nécessaire, l'indispensable dont on a besoin. Et dans ce package, on va trouver en originaux ou en copie une carte nationale d'identité, une carte vitale, des fiches de paye, un permis de conduire, toutes sortes de choses qui font qu'on va avoir suffisamment d'éléments pour prétendre être la personne dont on veut usurper l'identité. Et on les trouve où, ces packages? Alors, on peut les acheter dans toutes les bonnes cités qui ont une activité criminelle. En général, c'est le fait des organisations qui font ça de façon industrielle, c'est pas artisanal du tout comme forme de criminalité, et qui vont constituer ces packages en faisant croire qu'ils vont offrir un emploi à des gens qui viennent et qui laissent une copie de leur papier d'identité pour avoir un emploi X, dans des agences de location où on va déposer un dossier pour pouvoir louer un appartement. Tous ces documents qui ne servent plus une fois que les choses ont été contractualisées ou non, eh bien, elles sont réutilisées, récupérées dans les poubelles par des gens qui vont remonter un dossier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans les processus que je vous ai décrits, il y en a un qui est en train de naître, c'est l'usurpation des identités par les réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, des gens très bien organisés, très bien outillés, arrivent à récupérer des éléments identitaires, donc des numéros de carte bleue, des identifiants que vous allez utiliser. Et ça, c'est quelque part le pan de la modernité. Mais bon, ça existera toujours. Loïc Xavier Laroche vient de se rendre compte qu'on a usurpé son identité. Mais pour l'heure,
Il ne trouve aucune solution. Comment faire comprendre à une administration que quelqu'un se fait passer pour lui? Une question à laquelle vont bientôt s'ajouter de très mauvaises nouvelles. Pour Dalila Bouezila aussi, l'usurpation d'identité est devenue une compagne au quotidien. Mais pour elle, tout n'a pas commencé par un appel de la banque. C'est en effectuant des démarches pour se marier qu'elle découvre l'impensable. En octobre 98, 9h à peu près, je me rends en mairie pour me faire remettre un acte de naissance. Donc je me présente et je demande à l'officier de bien vouloir me remettre un acte. Donc bien sûr, je lui présente ma pièce d'identité, le livret de famille. Et donc on me pose la question pourquoi la délivrance de l'acte. Et donc j'explique que c'est pour constituer un dossier de mariage et c'était la dernière pièce qui me manquait. Et là, l'officier me dit non, je ne peux pas vous le donner, madame, puisque vous êtes déjà mariée. Je lui dis attendez, madame, moi je ne me suis jamais mariée, je vais seulement me marier, donc je ne comprends pas pourquoi ce refus. Et donc elle me présente le registre et elle me dit non, pour nous, vous êtes mariée. Aux yeux de la loi française, Dalila Bouezila est déjà mariée depuis 6 ans. À cet instant, une seule explication possible. Elle est victime d'une usurpation d'identité. Comble de l'ironie, elle travaille justement à l'état civil d'une commune voisine. Sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, elle va porter plainte au commissariat. Ce qui est censé être un beau jour devient un engrenage, devient un enfer. Et c'est là où on réalise qu'en fin de compte, la vie ne va pas être aussi belle qu'on le souhaitait, qu'on l'espérait, et que ça va devenir un cauchemar. Je me souviens que j'étais arrivée ici en larmes, parce que bon, j'étais inquiétée, j'avais peur, et il y avait un mélange de sentiments qui faisait que j'étais pas bien du tout. Et l'inspecteur m'a mise en confiance et il m'a expliqué qu'effectivement, malheureusement, il y a des personnes comme ça qui se retrouvent victimes du jour au lendemain. Les jours passent et Dalila vit dans la peur de son usurpatrice. Donc il y a la peur de savoir qu'elle est ouverte des comptes, qu'elle s'est rendue propriétaire de logements, peur qu'elle ait des enfants. On peut être poursuivi pour des délits graves. Ça fait peur. Après un mois d'angoisse, Dalila reçoit un appel du commissariat. La police est sur plusieurs pistes. Et il me présente des photos et il me demande de reconnaître donc certaines personnes sur les photos. Donc je lui montre une personne que je connais et il me dit bon ben voilà madame Bouezila, c'est la personne qui a usurpé votre identité. Dalila vient de découvrir que son usurpatrice ne lui est pas totalement inconnue. C'est une personne qui habite ma commune. C'est une personne que j'ai pu rencontrer 1 ou 2 fois. C'est une petite commune, donc on connaît les habitants de la commune. Mais Dalila n'est pas au bout de ses surprises. L'usurpatrice n'en est pas à son coup d'essai. Elle a affaire à une récidiviste. L'inspecteur me dit, vous savez, Mme Bouezila, vous n'êtes pas sa première victime, vous êtes sa 3e victime. Donc cela veut dire que sa pratique arrive à déjouer toute la vigilance des administrations et autres. L'inspecteur m'explique qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé à l'encontre de cette personne. Donc on a des preuves, mais la personne, on ne l'a pas. Elle n'a pas été arrêtée, il y a des recherches. Pour ma propre sécurité, il me demande de ne pas quitter le territoire français. Donc en quelque sorte, je vais être assignée à résidence. Non seulement Dalila est condamnée à rester en France tant que l'on n'aura pas mis la main sur son usurpatrice, mais en plus, désormais, elle vit la boule au ventre. Christophe Naudin, tant que l'usurpateur n'a pas été appréhendé, on est dans l'angoisse d'un éventuel méfait. Mais même après qu'il ait été appréhendé. Et aujourd'hui, on a déjà un premier problème, c'est que l'usurpation d'identité n'existait pas juridiquement avant 2011.
Donc déjà, si vous voulez, on a un manque de pratique judiciaire et un manque de compétences policières en matière de criminalité identitaire. On ne sait pas faire dans la police et on ne sait pas faire dans la justice. Et même quand on interpelle l'usurpateur en question, eh bien, il n'est pas inquiété avant un certain nombre de mois ou d'années. Et selon la loi, que risque au maximum un usurpateur ? Alors, aujourd'hui, un usurpateur, selon la loi, risque 1 année de prison ferme et une grosse amende. Quand on sait que les peines prononcées qui sont inférieures à 1 année ne sont pas exécutoires, évidemment... c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. On parle de la France. Mais en Amérique du Nord, au Canada notamment, c'est une infraction qui est considérée comme criminelle parce que c'est une atteinte aux personnes. Et donc là, on risque 10 ans d'emprisonnement, ce qui me semble être une sanction plus en adéquation avec la souffrance des personnes et des victimes. Au début de l'année 1999, Dalila Bouezila connaît l'identité de son usurpatrice. Elle a pu enfin mettre un nom et un visage sur la femme qui lui a volé sa vie et qui a empêché son mariage. Elle pense en toute logique que ses problèmes vont se régler rapidement. Elle se trompe. Trois ans après le premier appel de sa banque, Loïc Xavier Laroche doit accepter au jour le jour qu'un autre se fait passer pour lui. Il réalise à ses dépens que l'usurpation d'identité ne se limite pas à voler le nom de quelqu'un. Il se fait voler une autre donnée précieuse et intime, son numéro de sécurité sociale. Les conséquences sont dramatiques. En novembre 2007, je me retrouve à avoir des problèmes au niveau de la sécurité sociale, notamment une double affiliation. Les mois passent. Au mois d'août 2008, je me retrouve sans couverture sociale. Je suis radié. Au motif que je ne vis pas en Rhône-Alpes, mais sur la Haute-Garonne. Autrement dit, Loïc Xavier Laroche ne peut plus se faire rembourser le moindre frais médical. Et ses ennuis ne s'arrêtent pas là. Au mois de février, je commence à avoir des ennuis au niveau des impôts, qui se rappellent à moi, qui me demandent un relèvement de mon taux d'imposition. Donc je me retrouve à avoir déclaré quasiment 30 000 € sur l'année, chose qui est tout à fait inexacte. Selon cette déclaration, Loïc aurait gagné environ 2 500 € par mois, alors qu'à l'époque, il est sans emploi. Déclaration de revenus, double affiliation à la sécurité sociale, tout laisse désormais penser que l'usurpateur ne serait pas un simple escroc, mais plutôt un sans-papier. Sans-papier dont l'objectif consisterait à essayer de vivre sur le territoire français comme n'importe quel citoyen. Donc un bras de fer s'engage avec l'administration fiscale au niveau de Toulouse. Je reçois un autre recommandé au mois de février qui me demande des sommes au niveau de l'impôt sur le revenu et taxes d'habitation qui n'ont jamais été payées par mes usurpateurs à Toulouse, mais maintenant qui sont majorés, donc qui s'élèvent à, je crois, 3 300 €. Je prends contact avec la trésorerie Toulouse, bien entendu qui ne me croit pas. Hein. Elle dit non, c'est vous avez habité à tel endroit à Toulouse, bah écoutez, non. Après le fisc, ce sont des sociétés privées qui lui réclament des comptes. Donc après, je me retrouve toujours au mois de février avec les huissiers sur le dos, parce que mes usurpateurs ont contracté des crédits avec des organismes qui n'ont pas honoré. Au début de l'année 2009, Loïc doit plus de 8 000 € à l'ensemble de ses créanciers. Un véritable cauchemar pour ce jeune homme sans ressources. Pourtant, 5 ans après le début de ses ennuis, une lettre fait renaître l'espoir. C'est une convocation de la police. Elle disposerait de nouvelles informations. En 2009, j'ai été convoqué par la police aux frontières pendant 4 heures, qui avait été mandatée par le ministère de l'Intérieur à l'époque. La première chose que me dit la personne qui va m'interroger lorsque je pénètre dans le bureau, lui dit effectivement, vous ne vous ressemblez pas du tout. Et il me tend un papier, et là je vois sur la pièce d'identité mon nom, mon prénom, une signature qui n'est pas la mienne et une tête forcément qui n'est pas la mienne. À partir de ces nouveaux éléments, un mandat d'arrêt international est lancé. Loïc se croit tiré d'affaire. Il ignore alors qu'une erreur administrative va avoir de fâcheuses conséquences pour lui.
Plusieurs années après avoir découvert l'usurpation de son identité, Loïc-Xavier Laroche décide en effet de partir en vacances au Canada. Et une très mauvaise surprise va l'attendre à la douane. Je suis parti à l'étranger et j'ai été arrêté à l'aller et au retour. À l'origine de ces problèmes, un oubli lors de la rédaction du mandat d'arrêt international. À aucun moment il n'est précisé que l'usurpateur est de couleur noire et que la victime est blanche. Une situation ubuesque. Loïc-Xavier Laroche a été arrêté suite à une plainte qu'il a lui-même déposée. Il y a eu beaucoup de vérifications au niveau de mon passeport, de ma pièce d'identité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont appelé. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Donc l'autre est noir, lui est blanc. Est-ce qu'on laisse passer, est-ce qu'on laisse pas passer? Et puis, ils m'ont laissé passer. Christophe Naudin, on le voit avec ce voyage au Canada et le fait que Loïc-Xavier Laroche soit arrêté pour une plainte qu'il a lui-même déposée. L'usurpation d'identité est un casse-tête juridique. Oui, c'est un casse-tête juridique. Dans le cas présent, pourquoi est-il arrêté? Parce que la plainte, policièrement, a été mal rédigée. Il suffisait d'indiquer qui était l'usurpateur, quelles étaient ses caractéristiques biométriques et quelles étaient les caractéristiques biométriques de la victime. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de confusion possible et on savait tout de suite qu'il était victime. Mais ce cas n'est pas rare. Beaucoup de personnes qui sont des victimes sont contrôlées comme si elles étaient l'auteur de l'infraction elle-même. Ça rend la vie totalement impossible parce que vous n'osez plus rien faire, plus voyager, plus sortir. Et puis vous avez toujours peur de la confrontation avec la police ou avec les gendarmes. En plus, on a l'impression qu'il n'y a aucune coordination entre les pays. Alors c'est plus qu'une impression, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coordination parce que ce ne sont pas des sujets qui sont aujourd'hui considérés comme prioritaires. Pourtant, ils sont de plus en plus importants, pas seulement en France, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, dans les pays développés. Et dernière nouveauté, on s'aperçoit que ça existe de plus en plus aujourd'hui dans les pays en voie de développement, au Sénégal, au Bénin, au Congo. On a de plus en plus de gens qui, de là-bas, se font usurper leur identité parce qu'ils ont un lien souvent avec l'Europe. Dalila connaît désormais l'identité de son usurpatrice. Elle engage logiquement une procédure judiciaire. Pour elle, cela ne fait plus aucun doute. Son cauchemar est sur le point de prendre fin. Je suis confiante parce que je me dis que c'est une instruction qui va être rapide. Et là, je déchante parce que ça n'est pas du tout le cas. Face à la lenteur de la justice, Dalila s'enferme peu à peu. Sa vie ne tourne plus qu'autour de son combat. En attendant le procès de son usurpatrice, Dalila s'isole. Je n'étais plus la même. Et on se dit que de toute manière, quoi que l'on fasse, on ne peut plus vivre comme avant. On ne peut pas espérer couler des moments paisibles. C'est faux. Donc il y a un combat. Et ce combat, je l'ai vécu seule. Un combat qui coûtera son couple à Dalila. En 2001, se sentant exclue, l'homme avec lequel elle devait se marier la quitte. Pourquoi? Parce que c'est sans cesse travailler. C'est faire appel aux médias pour une instruction qui n'avance pas. Donc ce côté de femme discrète que j'étais, je suis devenue femme publique. Et ça, il arrive un moment où dans le couple, ça ne peut plus aller. J'ai sacrifié malheureusement ma famille pour pouvoir me défendre. Mais je veux dire que si le couple n'est plus aujourd'hui, ce sont les conséquences de l'usurpation qui ont fait que. Serge Effès, vous êtes psychiatre. On a l'impression, quand on entend ces témoignages, que les victimes d'usurpation d'identité finissent par s'isoler dans leur drame. Comment l'expliquer? Ils se sentent seuls contre le reste du monde. C'est presque un sentiment paranoïaque, il faut bien le dire. C'est-à-dire, tout le monde et personne ne peut me comprendre, tout le monde est contre moi. Et ça s'explique très bien par le fait que c'est leur identité qui est touchée. Qu'est-ce qui peut nous rendre plus fous, entre guillemets, que d'avoir l'idée qu'on ne croit même plus que vous êtes celui que vous êtes? C'est déjà assez compliqué de construire son identité. Je suis monsieur Pierre Dupont, je suis né à tel endroit, j'ai tel âge, j'ai telle et telle caractéristique, j'ai telle adresse. Et tout à coup, on vous dit non, vous n'êtes pas cette personne-là. Vous êtes quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un d'autre qui est vous.
peut imaginer que c'est un vacillement absolument colossal de la réalité autour de soi. Donc si on ne peut plus s'accrocher à la réalité, ça veut dire que soit on est fou, soit que le monde est fou, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement dingue qui est en train de se passer autour de vous. Et on sent bien que les victimes, elles oscillent entre ces deux positions. Elles finissent par... ça se retourne contre elles dépriment, elles pensent même à se supprimer, à se suicider, tellement ces sentiments sont forts. C'est-à-dire, soit tout le monde est ligué contre moi, soit c'est moi qui ne vais pas. Ça dépasse largement le problème administratif. Parfois même l'entourage de ces victimes d'usurpation d'identité ont du mal à comprendre. Effectivement, l'entourage a du mal à comprendre jusqu'à quel point ça affecte la personne jusqu'au plus profond d'elle-même, parce que son entourage, les parents, la famille, les amis, ils savent bien que Pierre Dupont, c'est Pierre Dupont. Donc voilà, on ne va pas en faire toute une histoire. C'est un problème administratif, ça va se régler. Mais pour la personne qui est atteinte, c'est beaucoup plus profond, parce que c'est la confiance qu'il a en lui, la confiance d'être lui, qui est atteinte à travers cette histoire. La confiance. Dalila en manque sérieusement à cette époque. Pourtant, c'est avec courage qu'elle va affronter seule le procès qui arrive. En lutte avec de multiples organismes et administrations, Loïc Xavier Laroche voit sa vie gâchée par l'usurpation d'identité. Il ne peut plus voyager à l'étranger, il ne peut plus travailler, il est même contraint de retourner vivre chez ses parents. Difficile de trouver un équilibre dans ces conditions. Je vais être très bien un moment, la semaine suivante ça va parler, après je vais remonter, je vais redescendre. Donc je vais pas dire que c'est comme quelqu'un qui souffre de bipolarité, mais voilà, phase active ou non, si c'est ça. Désemparé, seul, à bout de force, Loïc Xavier Laroche est au bout du rouleau. Il songe alors au pire. Je suis seul contre un système et ce système m'enfonce un peu plus chaque jour. C'est vrai qu'au niveau psychologique et moral, ça fait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc je perds pied, on va dire ça comme ça, et je veux me suicider au mois de mai 2009. On avait vu qu'il se coupait de ses amis, il n'avait plus de messages, il n'avait plus rien, il ne sortait plus de sa chambre. Il ne s'alimentait plus non plus, donc c'est vrai qu'on savait que la situation elle était tellement grave. On avait beau toquer à la porte et c'est vrai qu'il ne répondait pas. Et puis un jour j'ai forcé la porte, qui n'était pas très content d'ailleurs, mais c'était pas grave, il fallait que je le voie. Et c'est vrai que j'ai vu quelqu'un qui était très déterminé, très calme, très zen, très fatigué aussi, très blanc, et qui était déjà tout à fait détaché de la vie. Et j'avais beau lui expliquer qu'il fallait qu'il reste en vie, qu'on l'aimait, ça ne le touchait pas. Pour lui, non, il avait pris sa décision, il pensait que sa vie elle était complètement ratée. C'est vrai qu'on est toujours prêt à toutes les éventualités. On sait pertinemment que l'idée du suicide, il ne l'a jamais abandonné. Donc on vit avec ça aussi. On espère qu'un jour, peut-être, il la mettra hors de sa tête, ça je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose avec laquelle on vit. Il a l'épée de Damoclès sur la tête. Voilà, tout à fait. Cela fait 5 ans maintenant que Loïc Xavier est revenu vivre dans l'appartement de ses parents. 5 ans qu'il dort dans la chambre qu'il occupait quand il était enfant. Une situation qu'il vit très mal. J'aimerais bien rentrer chez moi et non pas chez mes parents. Parce que c'est pas une chose à 32 ans qui est normale. Ça a été une pièce que j'ai toujours eue, qui m'appartenait. Maintenant, j'aimerais qu'elle ne m'appartienne plus. Enfin, plus comme ça. J'aime bien y venir de temps en temps, mais pas y vivre au quotidien. Je vis ici contraint et forcé. Je ne vais pas dire que je me sens prisonnier, mais c'est ça. Même si ça peut paraître comme un cocon, ça ressemble aussi à une prison. C'est l'ensemble de mon existence qui est une prison. Serge Effès, quand on nous la vole, cette identité, pourquoi c'est si difficile de se la réapproprier ? Parce qu'une fois que c'est volé, ça veut dire qu'il y a un doute. Ça paraît un peu irrationnel, mais il y a un doute qui s'est installé en vous. Parce que finalement, il y a des administrations, il y a des institutions, les unes après les autres, qui vous disent « Ah ben non, vous n'êtes pas cette personne-là, c'est quelqu'un d'autre. » On croit, a priori, aux administrations, aux institutions qui nous entourent. On y croit peut-être même plus qu'à nos propres croyances. Donc ce doute-là, tout à fait irrationnel, qui s'est glissé à l'intérieur de vous, peut-être que je ne suis pas cette personne que j'ai toujours cru être, eh bien c'est comme un poison, c'est comme un venin qui s'infiltre et dont il est très difficile de se débarrasser.
Face à ce poison, le seul moyen de tenir pour Loïc Xavier, ce sont les antidépresseurs et les anxiolytiques. Un traitement qui l'aide, mais l'affaiblit physiquement. Dans de telles conditions, difficile de trouver un emploi. Alors il y a 2 ans, son père, pourtant retraité, prend une décision radicale. Il achète une auto-école pour que son fils reprenne le travail. Les dossiers tous. Ici aussi. J'ai racheté l'auto-école. Maintenant, je devrais être à la retraite, mais bon, il faut donner un coup de main, on ne va pas le laisser tomber non plus. Donc pour moi, c'est un plaisir d'embaucher mon fils pour le travail. Je m'occupe de tout ce qui est gestion administrative, relations avec les clients, relations avec la sous-préfecture, avec la préfecture, le téléphone, la partie administrative. Je pense que l'auto-école, c'est un bon point. Ça permet de vivre autrement et de ne pas rester inactif, surtout. L'inactivité, ça c'est mortel. Hein. Donc il fait le déplacement, il a son travail, il sait ce qu'il doit faire. Donc ça permet de moins cogiter, quoi, disons. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi de travailler ici. Ça m'a permis d'avoir un emploi, de me changer les idées, mais ce n'est pas du tout quelque chose que je compte faire indéfiniment. Ce n'est pas du tout ma voie. En 2001 s'ouvre le procès de l'usurpatrice de Dalila Bouezila. L'accusée est absente, mais Dalila en apprend plus sur elle. Je découvre qu'elle a un passé assez tumultueux. Et donc là, je me pose des questions et je me dis, va-t-on la retrouver? Va-t-on la retrouver? Va-t-elle répondre aux questions et me dire le pourquoi de cette usurpation? La justice finit par retrouver la trace de l'usurpatrice. Surprise, elle est déjà en prison pour des faits similaires. Le mois qui suit, l'avocat m'appelle en me disant qu'elle a été localisée, mais qu'elle est incarcérée. Et donc là, elle est transférée au tribunal de Valenciennes pour répondre du chef d'accusation. Malheureusement pour Dalila, ce procès est une frustration. Interrogée, l'usurpatrice nie en bloc. Lorsque le magistrat lui pose la question de cette usurpation, elle nie être l'auteur des faits. Donc elle ne donne pas d'explication et elle dit que ce n'est pas elle. L'usurpatrice a été condamnée avec 6 mois de sursis pour prise du nom d'un tiers. Si le verdict qu'elle juge léger ne la satisfait pas, Dalila obtient tout de même une réponse sur ce qui aurait motivé son usurpatrice. Cette dernière aurait pris son identité pour contracter un mariage blanc avec un sans-papier. Une union illégale qui lui aurait rapporté la somme de 1 500 €. Christophe Naudin, les motivations de l'usurpation d'identité sont-elles uniquement crapuleuses? Non, elles ne sont pas essentiellement crapuleuses, mais elles passent systématiquement par le crime. Vous avez 2 types de motivations. Vous avez les gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire national, et donc ces personnes, à un moment donné, veulent vivre dans notre pays en ayant une vie normale. Et donc, elles vont passer par le crime organisé pour obtenir des papiers. Et puis, une fois qu'elles en ont, on n'en entendra plus parler parce qu'elles auront une vie normale. Ce sont des personnes qui n'ont pas une culture criminelle. Et puis, vous avez une autre partie des cas où c'est purement crapuleux, c'est-à-dire que l'usurpation d'identité est destinée à faire de l'argent sale, rapidement, générer des dettes qui vont aller sur quelqu'un d'autre, en faisant des emprunts, en se mariant, refuser ses responsabilités. Vous faites des enfants à une femme sous un faux nom, quand vous partez, évidemment, elle ne pourra pas vous retrouver ni vous faire payer une pension alimentaire. Il n'y a pas uniquement un phénomène, on va dire, pénal, il y a un phénomène civil qui est très très grave, parce qu'à mon avis, il déstabilise la société de droit dans laquelle nous sommes. Et les droits des individus, avant tout, c'est que l'État puisse leur assurer leur identité. Cela fait maintenant 10 ans que Dalila Bouezila se bat pour que les pouvoirs publics reconnaissent l'usurpation d'identité comme un crime à part entière. Un crime qui, selon elle, doit être sanctionné à sa juste mesure.
Elle voudrait que les peines soient beaucoup plus lourdes, plus dissuasives. Mais son nouvel avocat, lui, préfère être réaliste. Bonjour, rentrez Dalila. Asseyez-vous. Vous allez bien ? Ça va. Obtenir que ce soit plus, très franchement, je pense qu'on aura des difficultés. Parce que il faut qu'il y ait une gradation des peines. Bon, vous, comme vous subissez, la victime a toujours tendance à vouloir aggraver le sort de l'usurpateur ou de la personne qui a commis l'infraction, du délinquant. Bon, c'est logique, c'est normal, c'est humain. Mais le législateur, lui, doit établir une échelle. Entre le crime de sang et l'usurpation de l'identité, il y a quand même un monde. Et donc, ça explique qu'il se soit limité à 1 an. Cela dit, 1 an d'emprisonnement, ça représente quand même 365 jours. Alors je sais bien qu'il y a des remises de peine, mais quand même, c'est pas une peine anodine, c'est pas 3 semaines, 1 mois. Hein. Mais Dalila n'est pas satisfaite. Puisque la répression ne suffit pas, elle a décidé d'agir. Et c'est vers les victimes qu'elle va se tourner. Comme chaque week-end, Loïc Xavier Laroche prend sa voiture pour aller à Lyon. Dans ce quartier qu'il affectionne, il retrouve Christian, son meilleur ami. Moi, je le vois de suite quand il va pas bien. Bon, voilà, dis-moi ce qui ne va pas. Et puis, bon, effectivement, oui, il y a qu'un truc qui ne va pas. Enfin, voilà, après, il y a tous ces engrenages qu'il y a. Moi, ça me... je sais pas comment il fait, quoi. On n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est être là pour lui. C'est tout. On n'a aucun pouvoir en tant qu'ami. Ce qui est déjà très bien hein, d'avoir. Oui, non, mais bien sûr, voilà, c'est moralement, voilà, c'est important. On va boire un coup, on va au cinéma, voilà. Hein. Il faut changer les idées. Malgré ses amis, malgré ses parents, aujourd'hui, Loïc Xavier vit avec la peur au ventre. Fragilisé psychologiquement, le jeune homme garde tout de même une lueur d'espoir. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un nouvel avocat. Un moment capital pour lui. J'attends peut-être que mon avocat mesure la gravité de la situation. Je veux dire que je le vois comme mon sauveur, quelqu'un qui vraiment se donne les moyens et me permettent justement d'avoir espoir. Bonjour Monsieur Laroche. Vous me suivez ? Allez, je vous en prie. Un dossier comme celui-là, on le gagne sur le juridique, on le gagne sur le médiatique, on le gagne sur le politique. Il faut que votre dossier soit l'occasion d'un débat national et soit l'occasion d'une prise de conscience par les pouvoirs publics et par l'opinion publique. Lorsque je lis la presse quotidienne régionale, lorsque je lis la presse généraliste, je ne vois pas de début de prise de conscience. Et notre rôle, aujourd'hui avec M. Laroche, c'est aussi d'interpeller l'opinion publique sur ces questions-là, parce qu'effectivement, il faut une plus grande répression de ce type de délit, mais il faut aussi peut-être savoir acquérir, en sa qualité de citoyen, certains réflexes pour éviter d'être victime d'une usurpation d'identité, réflexe en matière de conservation de données personnelles, réflexe lorsque j'ai des papiers d'identité qui sont périmés, je ne vais pas les jeter à la poubelle. Voilà des réflexes à acquérir pour essayer de contrecarrer cette nouvelle forme de délinquance. Est-ce qu'à l'avenir, avec les avancées technologiques, on peut avoir peur qu'il y ait de plus en plus de vols d'identité ou au contraire, on peut être rassuré qu'il y en aura de moins en moins ? Alors, l'avenir devrait être meilleur. Si demain, on met en place le contrôle biométrique, c'est-à-dire un contrôle qui est très fiable, on ne pourra ni voler, ni usurper, ni substituer une identité. Donc je considère que c'est un progrès, parce que ça va stabiliser la société, et ça va aussi augmenter les libertés individuelles et collectives. À partir du moment où on est certain de l'identité des gens, on n'a plus besoin de la contrôler toutes les 5 minutes. De son côté, c'est sur le terrain que Dalila Bouezila mène son combat. Pour se faire entendre, elle a même créé l'association « On a volé mon identité », la première du genre en France. En tant qu'officier d'état civil, Dalila a sollicité l'aide de son propre patron, le maire de la ville de Vieux-Condé. Bonjour Dalila. Bonjour monsieur le maire, vous allez bien ? Ben oui, très bien. J'y l'amène. Alors je viens vous voir parce que j'ai eu la fameuse circulaire par laquelle le gouvernement me fait une proposition d'apposer une mention victime d'usurpation d'identité en marge de mon acte de naissance.
D'accord. C'est un premier pas. Oui. Hein, tu souhaites beaucoup plus, toi. Oui. Moi, Dalila m'a expliqué sa situation. Bon, j'étais confus un peu. Je ne savais pas comment l'aider. Je lui ai dit, bah, écoute, voilà, la mairie est à moi-même, la mairie est à ta disposition, finalement, pour te permettre d'avancer dans tes démarches. Et, bien sûr, À la mairie de Vieux-Condé, tout le monde est solidaire du combat que mène Dalila. On la soutient, on l'encourage. C'est même Olivier, le monsieur informatique de l'hôtel de ville, qui est en train de créer le site internet de l'association. Justement, cet après-midi, ils ont rendez-vous pour discuter du contenu. Ça va et toi, Dalila? Ça va, Dalila? Oui, ah ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est sympa. Tu vois, voilà, hop. Oui, en grand comme ça, wow. Voilà, bon, logiquement, ça va être un petit peu plus petit, mais voilà. Ah ouais, non, c'est génial. C'est cool. Là, ici, en termes de témoignages, bon, il y a quelques petites données à récupérer encore, tu vois. Et la possibilité, par rapport aux témoignages, justement, de te contacter avec un petit formulaire, tu vois. Le contenu, c'est davantage, effectivement, une discussion que j'ai avec Dalila, qui m'oriente, justement, parce qu'il y a quand même pléthore d'informations sur le web à ce niveau-là. Et il faut faire un tri, de sorte à ce qu'effectivement, les gens qui vont se balader sur le site ne se perdent pas en conjectures inutiles et trouvent véritablement les informations qu'il leur faut, et en tout cas, une piste de solution. Mais le travail de Dalila ne s'arrête pas aux heures de bureau. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle assiste les victimes d'usurpation d'identité et leurs familles. Chaque soir, elle passe plusieurs heures sur Internet ou au téléphone à les soutenir et à les conseiller. Je pense que ça va être important pour lui de savoir où en est-il au niveau psychologique. Ça donne quoi, Marcine? Il a repris un peu le dessus par rapport à cette histoire? Il y a des jours où ça va à peu près, on va dire, et puis bon, son moral est toujours fluctuant, il suffit pas grand-chose pour que, bon, il soit perturbé. Pour comprendre une victime d'usurpation d'identité, il faut être victime soi-même. Parce que une personne qui n'a jamais été victime ne peut pas comprendre ce sentiment, ce ressenti, toutes ces conséquences. Ils ne peuvent pas imaginer ce qu'est la vie aujourd'hui d'une victime. Doucement, Dalila voit les choses évoluer. Mais la prise de conscience qu'elle espère à travers toute la France n'est pas encore au rendez-vous. Ça fait 14 ans que je me bats. 14 ans, c'est pas rien. Et c'est 14 ans qui ont été consacrés que pour comprendre, pour savoir. Et ces 14 ans où je ne les ai pas vus passer, je n'ai pas profité de tous ces plaisirs de la vie. C'est 14 ans que l'on m'a pris, que l'on m'a volé. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'en sortira pas indemne de cette histoire. Donc on est meurtri, mais on est meurtri à jamais. Si une grande partie des problèmes qui a opposé Loïc Xavier aux administrations a été réglée, tant que son usurpateur sera en liberté, il ne pourra pas retrouver la sérénité. Je n'ai pas de documents qui me disent « Voilà, vous êtes lavé de tout, donc je ne suis lavé de rien. » Donc tout est en suspens. Tout. Je n'ai aucune avancée et je n'ai absolument rien qui me dédouane de quoi que ce soit. Donc demain, ou même aujourd'hui, je peux de nouveau avoir des ennuis. De petites victoires en grandes désillusions, les victimes d'usurpation d'identité peinent toujours autant à se faire entendre, mais aussi à obtenir réparation pour tous les dommages subis. Des traumatismes qui laisseront des traces indélébiles. Ils m'ont infligé quelque chose que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, si j'en ai un. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Jamais.